Hey, salut à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la preview de ce Tour de France 2024, on va présenter le parcours et bien sûr les différents favoris qui seront présents au départ samedi de cette nouvelle édition du Tour qui s'élancera d'Italie et de Florence, un parcours assez surprenant à cause des Jeux Olympiques puisqu'il ne se terminera pas à Paris cette année, mais il se terminera à Nice avec un contre-la-montre final. On n'a pas eu de contre-la-montre final depuis 1989 et la victoire de Greg LeMond, malheureusement, avec ce fameux contre-la-montre où pour 8 secondes, Laurent Fignon a perdu le tour. Et ça fait un paquet d'années d'ailleurs qu'on n'est pas arrivé sur les Champs-Élysées. Et à Paris, voilà, on est toujours arrivé à Paris, donc ça change un petit peu. Et donc un parcours assez intéressant, vous allez le voir par sa topographie. On le voit ici, ce parcours, un Tour de France qui s'élance donc d'Italie et d'Émilie-Romagne. Et j'aime beaucoup ce grand départ, on va regarder une à une les étapes. La première, ça sera celle-ci, samedi, entre Florence et Rimini. Étape très dure, hein, c'est la première étape la plus dure de l'histoire du Tour avec énormément de dénivelé. On est presque à 4000 mètres de dénivelé pour cette première étape. D'énormes difficultés. Et la côte de Saint-Marin dans le final, malheureusement, elle est peut-être un peu loin de l'arrivée pour avoir de grosses différences, mais on peut avoir du spectacle et des surprises déjà dans cette première étape. La seconde est très intéressante aussi à Bologne avec la côte de San Luca qu'il faudra franchir deux fois dans le final avec une cote de 1 km 900 à 10,6%. Elle sera à 13 km de l'arrivée, cette cote. Donc forcément, je pense qu'on peut avoir des choses très intéressantes. La troisième étape, l'arrivée à Turin, sera la première occasion pour les sprinteurs de s'imposer. Mais vous allez voir, dès la quatrième étape, on va attaquer la haute montagne avec une arrivée à Valloire et deux cols au-dessus des 2000 mètres. Le col de Sestrières, 40 km à 4%, mais ça va faire très mal. Le col de Montgenèvre ensuite et le fameux col du Galibier, pas par son côté le plus difficile parce que ça sera par le Lotaré, mais c'est quand même encore 23 km, pas un mètre de plat sur cette étape très courte de 140 km pour une première arrivée donc sur le territoire français. Et là, on devrait avoir une grosse étape, sachant qu'il y aura des secondes de bonification au sommet du Galibier avant de se lancer dans la longue descente vers Valloire. On aura ensuite la cinquième étape avec une arrivée à Saint-Vulbas, taillée là aussi pour les sprinteurs, tout comme la sixième étape à Dijon, ça sera taillé pour les sprinteurs. Septième étape contre la montre entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Assez vallonné ce chrono, il n'est pas tout plat. Donc ça pourrait être intéressant pour certains coureurs. Et on devrait avoir encore plus une idée sur le classement général qui évoluera. La huitième étape, l'arrivée à Colombey-les-Deux-Églises. Attention, hein, ça peut être une étape vraiment pour les baroudeurs après une première semaine qui est très compliquée, qui se conclura à 3 par cette étape qu'on attend tous, bien évidemment. C'est l'étape avec les 14 chemins de terre. Ça va être très très intéressant cette étape. On l'avait eu sur le Tour de France féminin il y a 2 ans de cela, mais là ça va rajouter quelque chose de très intéressant. Après une journée de repos, on aura une arrivée à Saint-Amand-Montrond. Les coureurs se rappelleront de 2013 où on avait eu un énorme coup de bordure et où plusieurs coureurs favoris du général avaient perdu de précieuses secondes voire minutes. L'arrivée ensuite au Lioran comme en 2016 avec le Puy-Marie-Pot-Perol, le col du Pertus et le col de Font-de-Serre, col du Pertus où on aura là aussi des secondes de bonification distribuées. Elle va faire très mal cette étape dans le Cantal. L'arrivée ensuite à Villeneuve-sur-Lot pour sans doute les sprinteurs. Après cette nouvelle arrivée pour les sprinteurs, donc, on aura une arrivée à Pau, classique. Hein, l'arrivée à Pau, on l'a tous les ans quasiment, avec une arrivée là aussi taillée pour les sprinteurs avant les 2 étapes pyrénéennes de haute montagne. L'arrivée à Saint-Lary, Soulan, Pladadé, même arrivée en 2014, pas qu'en 2021 où on avait eu la victoire de Tadej Pogacar, mais c'était plus haut. C'était au col de Portet. On aura le Tourmalet quand même, et la Ourquette dans 6 ans, là aussi, des mythes tout simplement de ces Pyrénées.
Et le lendemain, une étape très intéressante en Ariège avec énormément de difficultés. Le retour du plateau de Bay. 9 ans après, la dernière arrivée, c'était en 2015, la victoire de Joaquin Rodriguez. On aura différents cols, le col de Perrosur, le col de Monté, le Porté d'Aspet, le col d'Agnès. Et pour terminer, on aura ce plateau de Bay et ses 16 km avec ses pentes à 8%. Nouvelle journée de repos à Gruissant et cette étape avec l'arrivée à Nîmes. Là aussi une étape qui peut être très accidentée comme en 2016. Là on a vu l'arrivée à Montpellier, mais là ça peut être typiquement une arrivée avec un final tendu avec des bordures. Donc attention à cette étape. Et maintenant le final avec l'arrivée à Super Dévoluy. Là aussi une arrivée assez technique, parfaite je pense pour les baroudeurs. Tout comme l'arrivée à Barcelonnette, énormément de difficultés mais pas très longue. Donc je pense que cette étape est parfaite vraiment pour les baroudeurs. Et les 3 dernières étapes, un triptyque terrible dans les Alpes-Maritimes avec l'arrivée à Isola 2000, 3 cols à plus de 2000 mètres d'altitude, le col de Vars, la cime de la Bonnette. Là aussi, c'est un col de fou furieux, 23 km à 7%. Et on va passer la barre des 2800 mètres. Et ensuite, l'arrivée à Isola 2000 pour l'ascension finale. Ça va être très intéressant. Étape courte en plus, 144 km. Et étape encore plus courte la veille de l'arrivée, entre Nice et le col de la Couillole, le col de Brosse, le col de Turini, le col de la Colmiane et le final à la Couillole. Ça va être là aussi une très très grosse étape. L'arrivée finale donc de ce tour, où peut-être que rien ne sera encore joué, on l'espère pour le suspense, avec ce contre-la-montre entre Monaco et Nice de 34 km. Le col de la Turbie à escalader en début d'étape. Dans le milieu, ça va être technique avec le col d'Aise et la longue descente vers Nice et l'arrivée sur la promenade des Anglais. Je vous laisse découvrir la start list, les principales formations. On va y revenir après si vous voulez la voir en détail. N'hésitez pas à mettre pause, vous allez voir un petit peu tout ce qui est proposé. Voilà donc cette start list, les différentes formations. On peut voir un petit peu tous les principaux coureurs. C'est très intéressant, il y a pas mal de noms. On va regarder tout ça de toute façon en détail. Les 22 équipes au crible, donc vous pouvez les passer, retenir un petit peu vos favoris, me dire les coureurs que vous voulez voir. Ça va être très très intéressant. Au niveau des baroudeurs, j'en ai sélectionné pas mal, mais à mon avis, on aurait pu en mettre d'autres. J'ai noté Giulio Ciccone, le maillot à poids sortant, Nelson Paules, Romain Bardet, Valentin Madoise, Ben Illy, Guillaume Martin, Kevin Vauquelin, Romain Grégoire, Santiago Buitrago, Wout Poels, Stephen Williams, Derek G, Michel Katowski, Matej Mohoric, Lenny Martinez, Wout van Aert, Warren Barguil, Paul Lapera, Alexei Lutsenko, Simon Geschke, Mathieu Burgodeau. On aurait pu rajouter du Kort Nielsen, du Van Der Poel, du Pidcock. Il y a énormément de baroudeurs très intéressants. J'espère que ces coureurs tenteront de jouer le maillot à poids rouge. Ça pourrait être vraiment une très très belle bataille. Au niveau des sprinters, on n'est pas en manque là aussi, avec une très très belle start list. Jasper Philipsen, le maillot vert sortant, qui avait tout raflé l'année dernière. On aura Arnaud Delis, le nouveau champion de Belgique, Dylan Groenewegen, le nouveau champion des Pays-Bas, Bini Girmay, Mark Cavendish pour essayer de venir battre le record d'Eddy Merckx, Mats Pedersen, Phil Bauhaus, Fabio Jacobsen, Brian Cocard et Arnaud Desmar côté français, Fernando Gaviria, Sam Bennett pour la G2R et encore Danny Van Poppel pour la Bora. Très très intéressant vraiment. On aurait peut-être aimé avoir Tim Merlier qui lui aussi est quand même très intéressant dans ses arrivées. On peut rajouter Michael Matthews qui sera plutôt le poisson pilote quand même de Dylan Groenewegen. Et pas oublier Jordi Meus qui normalement je crois sera là, si je dis pas de bêtises, pour la formation en Bora. Et on s'en rappelle, c'est lui qui avait remporté l'étape sur les Champs-Élysées l'année dernière. On va passer à la présentation des favoris. Vous allez voir, je les ai classés, on va dire un petit peu par ordre. 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles pour les favoris. On va commencer avec le premier, il n'y a pas d'ordre de préférence. Alexander Vlasov, qui est coéquipier, mais c'est un candidat intéressant pour un potentiel top 10. Il fait une belle saison à chaque fois en tant qu'équipier en plus. 5e de Paris-Nice, 4e du Tour de Catalogne, 2e du Tour de Romandie et 6e du Dauphiné, en étant équipier de Roglic sur le Dauphiné, 5e en 2022.
Il va épauler bien sûr Primoz Roglic. Je trouve qu'il est très très costaud cette année. Et pour moi, c'est un sérieux candidat pour un top 10 et peut-être une victoire d'étape aussi, le coureur russe. David Gaudu, le coureur français. Là aussi, une saison compliquée pour David Gaudu. Le Tour du Jura, 15e du Dauphiné. Très décevant, mais en plus, il a eu le Covid en fin de semaine. Donc, c'est pas trop comment il se lance. J'aurais pu mettre Lenny Martinez dans cette formation. Pour moi, Lenny découvre le tour. Il va plus être dans l'optique peut-être d'aller chercher une victoire d'étape et d'être à l'avant sans se préoccuper et d'avoir la pression du classement général qui jouera peut-être plus sur la Vuelta. Donc naturellement, ça sera David Gaudu. Je le vois faire un top 15, David, mais peut-être un peu plus haut, ça risque d'être compliqué. On lui souhaite en tout cas d'être à son meilleur niveau, comme en 2022. Matteo Jorgensen, là aussi coéquipier de Jonas Vingegaard, mais il est étincelant cette année, il est vraiment partout, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur d'à travers la Flandre, deuxième du Dauphiné, il était pas loin de venir battre Roglic, 20e en 2022, mais voilà, il était encore très jeune à l'époque, il découvrait le tour. Je pense qu'il arrive à maturité, ça peut être un candidat dans un top 10, c'est le coureur auquel on ne va pas spécialement se méfier, très bon rouleur, attention à lui sur l'étape des chemins de 3. Et bien sûr, en montagne, il faut aussi compter sur ses qualités. Mikel Landa, là aussi, un équipier. Deuxième du Tour de Catalogne cette année, 10e du Dauphiné en étant équipier de Remco Evenepoel. Forcément, la carte sera Remco Evenepoel chez la Quick-Step, mais Mikel Landa, on va pouvoir compter sur lui, coureur très très intéressant à chaque fois. Il est tout le temps présent, quatrième deux fois en 2017 et 2020. Donc attention à Landa pour un potentiel top 10. Joe Almeida, là aussi, découvre le tour, mais équipier de Tadej Pogacar dans l'énorme armada de l'équipe UAE Emirates. Attention parce qu'il fait quand même une saison qu'il avait commencé difficilement, 9e du Tour de Catalogne, en étant équipier du vainqueur Tadej Pogacar. Ça a été un peu plus dur, notamment sur Paris-Nice, mais il fait un excellent Tour de Suisse. Franchement, 2 étapes, deuxième derrière son équipier Adam Yates, il a été, je trouve, très solide. Après, on ne peut pas forcément le mettre plus haut, c'est vrai qu'il n'a pas la capacité pour changer de rythme, mais en plus, il va être peut-être le troisième équipier de Tadej Pogacar. On a ensuite Egan Bernal, qui revient bien, il fait une très belle saison, 7e de Paris-Nice, 3e du Tour de Catalogne, 10e en Romandie, 4e en Suisse, le vainqueur 2019 qui forcément aura un coup à jouer, ça ferait du bien de le voir dans le top 10. C'est le deuxième leader de cette équipe Ineos, très intéressant à surveiller, Egan Bernal. Félix Gall, 9e de Paris-Nice, 10e du Tour de Suisse, 8e l'année dernière avec une très très belle victoire à Courchevel avec l'étape du col de la Loze. C'est l'équipe qui marche cette année, AG2R, très costaud. Ils ont fait également un très beau Giro avec Ben O'Connor, une victoire de Valentin Paré-Peintre et d'Andrea Vendrame. On les voit très solides, c'est une des meilleures équipes cette année. Donc forcément, on devra compter sur Félix Gall pour un potentiel top 10. Simon Yates, je ne l'ai pas mis plus haut, saison compliquée quand même pour lui, 7e du Down Under en début de saison, vainqueur du Alula Tour, 4e l'année dernière, c'était son meilleur classement derrière son frère. Après, cette année, c'est un peu compliqué pour Simon Yates. À voir, il peut nous surprendre l'année dernière, il nous avait un peu surpris aussi avec un très très bon tour. Donc on verra ce qu'il peut faire, ce sera un candidat pour le top 10. Est-ce que top 5 ça le fera? Peut-être un peu plus compliqué pour Simon Yates. On passe maintenant aux 2 étoiles. Enric Mas, 5e du Tour de Catalogne, 6e du Romandie, 7e du Tour de Suisse. Lui qui a terminé 5e en 2020. C'est pas le coureur le plus spectaculaire, c'est pas le coureur dont on parle le plus, mais Enric Mas dans les grands objectifs. Il avait chuté l'année dernière sur la première étape contre l'abandon, mais dans ses objectifs, sur les grands tours, il est souvent quand même dans le top 10, donc pour moi il ne faut pas l'exclure, d'où ces 2 étoiles. Attention à lui donc pour un top 10, voire un top 5. Peyo Bilbao, 6e l'année dernière, ça aussi c'est un coureur très régulier, qui arrive vraiment à maturité, très intéressant. 3e du Tour, 6e du Pays Basque, 9e de Liège-Bastogne-Liège et 2e du Tour de Slovénie. Il aura une très très belle équipe à ses côtés, une victoire d'étape l'année dernière et une 6e place. C'est un coureur qui peut vraiment très très bien gérer
ces 3 semaines de course, donc un coureur à surveiller. On aura également Richard Carapaz, le 3e en 2021, derrière Vingegaard et Pogacar. Le Tour de Colombie cette année, 7e du Tour de Romandie avec une victoire d'étape. C'est un pur grimpeur Carapaz, ça peut lui convenir ce final de tour. J'aimerais bien le voir à son meilleur niveau, parce qu'un Carapaz à son meilleur niveau en montagne, ça peut être très 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 intéressant. Adam Yates, forcément, 3e l'année dernière, vainqueur du Tour d'Oman, vainqueur du Tour de Suisse, un gros creux dans la saison après sa chute malheureuse sur les routes du Tour. Mais Yates l'année dernière a semblé très fort, je l'ai trouvé très très costaud sur le Tour de Suisse. Il sera encore équipier de Tadej Pogacar, mais l'année dernière il était souvent le dernier à pouvoir suivre Vingegaard et Pogacar, donc forcément il est candidat peut-être pour un nouveau podium cette année. Jay Hindley, là aussi équipier de Primoz Roglic, 5e du Tour de la Communauté de Valence, 3e de Tirreno Adriatico, 7e l'année dernière, un jour en jaune, une victoire d'étape. C'est forcément le coureur à surveiller, l'Australien, pour un potentiel top 5 là aussi, en étant équipier de Roglic. Attention à lui. Lui aussi, sur les grands tours, il est souvent très très costaud. Remco Evenepoel, pour moi, que j'ai pas mis plus haut. 2 étoiles, c'est déjà énorme. Il va découvrir le Tour de France. Il a remporté le Tour d'Algarve en début de saison. 2e de Paris-Nice, 7e du Dauphiné. On l'a vu à la peine dans le final du Dauphiné. Lui aussi, on rappelle sa chute sur les routes du Pays Basque au mois d'avril. Donc, il n'est peut-être pas tout à fait remis de sa chute, mais même sans ça, Remco en haute montagne, c'est toujours un peu plus compliqué. On s'en rappelle de sa Vuelta l'année dernière. Je demande à voir, mais je ne le mets pas au niveau des prochains coureurs qui vont arriver. On en a quand même un avec 2 étoiles encore. Pour moi, presque plus solide que Remco Evenepoel. 2e du Pays Basque avec une victoire d'étape. Le Tour de Romandie, 4e du Dauphiné avec une victoire d'étape. Donc 5e l'année dernière. Il avait remporté une étape aussi. Il est plus qu'intéressant. Carlos Rodriguez, le coureur espagnol, c'est un sacré coureur. Très 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 intéressant pour moi pour un potentiel podium. Et on va passer au gros favori maintenant, Primoz Roglic, 2e en 2020. Lui aussi qui a eu cette chute sur le Pays Basque, mais il est très bien revenu sur le Dauphiné avec 2 victoires d'étape et le classement général. Il avait terminé 10e de Paris-Nice. Je le mets à ce niveau, Roglic, car il a une énorme armada, énorme équipe Bora qui peut vraiment le sauver et lui faire du bien. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner et j'espère qu'il sera au niveau des 2 autres qui arrivent. Jonas Vingegaard, tout d'abord, le vainqueur des 2 dernières éditions, vainqueur du Grand Camino et de Tirreno Adriatico. Il a fait un début de saison exceptionnel, Jonas Vingegaard. Malheureusement, il a eu la chute, lui, sur le Pays Basque qui a été plus grave que les autres. Mais il est en train de revenir. Et pour moi, il peut vraiment être très fort. On avait vu Pogacar l'année dernière revenir très bien. Je pense que Vingegaard est là aussi un candidat à la victoire. Mais ça va être pour moi très compliqué de venir battre le vainqueur du Giro qui fait sa meilleure saison. Je le trouve encore plus fort tout simplement que les autres années. Tadej Pogacar, vainqueur d'Estrade Bianche, 3e de Milan-San Remo, vainqueur du Tour de Catalogne, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur du Giro avec 6 étapes et 2 fois vainqueur aussi du Tour de France. Et les 2 dernières saisons, la 2e marche du podium. Il est pour moi intouchable, Tadej Pogacar. Je trouve que le parcours est parfait pour lui avec un début comme il aime, assez rugueux, assez dur. Et surtout, des étapes qui lui conviennent bien. Je le trouve vraiment très fort cette année. Il a une équipe qui est stratosphérique avec Almeida, Ayuso, Yates, Sivakov, Nils Politt, Tim Wellens. C'est vraiment pour moi du très très lourd. Et il est l'ultime favori. Il a gagné le Giro, mais il n'a pas forcément une énorme concurrence. Pour moi, il arrive aussi frais que ses adversaires qui ont dû se remettre d'une chute et qui ont moins de rythme. Donc voilà, pour moi, Pogacar, à moins d'un gros souci, devrait être le favori sur ce Tour de France.
Et d'ailleurs, on le voit dans les cotes que je vous présente, ça se tient à peu près. Hein. Pogacar, vainqueur, c'est coté à 1,60. Jonas Vingegaard à 3,25. Et derrière, vous voyez l'écart. Roglic à 10. Remco Evenepoel à 15. Il y a souvent une enflammade pour Remco Evenepoel. Et derrière, vous voyez Adam Yates, Juan Ayuso, coté à 30. J'ai pas mis Juan Ayuso, moi, parmi les outsiders. Il y a pour moi Almeida et Yates qui ont plus de possibilités que lui. Et Ayuso découvre aussi le Tour de France. Donc voilà, on a vu cette année quand même un peu plus friable Ayuso. Donc pas un top 10, mais avec des réserves quand même. C'est un peu le quatrième homme de cette formation. Rodriguez, Jorgensen côté E à 35. Joao Almeida à 40. Simon Yates à 50. 65 pour Egan Bernal. Et Jay Hindley. Voilà donc les cotes. Ça représente un peu ce qu'on a dit. Pogacar favori, Vingegaard deuxième gros favori, et derrière c'est vraiment beaucoup plus loin. Donc voilà un petit peu pour cette preview. J'espère avoir été le plus complet possible et vous avoir enseigné sur ce qu'il fallait savoir. Le grand départ, ça sera samedi en province d'Émilie-Romagne en Italie. Une arrivée à Rimini, un départ de Florence, une étape marquée forcément par les légendes italiennes, Marco Pantani et Gino Bartali. Ça va être un sacré début de tour. J'espère qu'on aura un tour magnifique avec du spectacle. On se donne rendez-vous forcément pour suivre ce Tour de France. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite preview, de me donner vos favoris. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.